Clémentine. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Clémentine, tu es députée de Seine-Saint-Denis, tu es membre du groupe écologiste et social, entre autres avec tes camarades purgés de la France Insoumise. Si je t'ai invité, c'est pour parler de tout plein de sujets aujourd'hui, mais d'abord, je voudrais te poser une question. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu dans une télé, dans une radio ou même dans une interview dans un hebdomadaire papier. Pourquoi est-ce qu'on t'a entendu si peu ces derniers mois et notamment depuis la démission de Michel Barnier? Alors d'abord, c'est un choix. C'est un choix, clairement. J'ai un sentiment de grand bruit en ce moment et d'une difficulté à avoir de la prise en fait sur le réel et d'un spectacle à gauche qui est assez consternant. Et donc j'ai fait le choix de prendre un peu de recul, de ne pas être dans le commentaire au quotidien, parce que j'ai l'impression qu'il faut prendre la mesure de la rupture qui est en train de s'opérer sous nos yeux, qui est une rupture planétaire, qui n'est pas seulement française, mais elle a aussi une répercussion en France, et que je ressens comme une forme de sidération qui, en ce moment, est en train de s'abattre sur les gens qui pensent à gauche pour aller vite, et que pendant ce temps-là, les responsables de gauche sont parfois un peu comme des canards sans tête, qui continuent de courir sans prendre la mesure des bougées, des changements qu'on va être obligé d'opérer face à la déferlante illibérale, réactionnaire, néofasciste, même si j'utilise ce terme parce que je le crois juste, mais je sais à quel point il ne suffit pas de crier et de brandir antifasciste pour que, ça y est, on ait la solution face à ce qui nous tombe sur la tête, ou même qu'on en comprenne le caractère néo, c'est-à-dire la teneur profonde du projet politique. Et donc c'est ça qui m'a intéressée dans ce moment, c'est de travailler à comprendre ce qui se passe. Et aussi, j'étais en train d'écrire un livre que je viens de terminer, qui sortira le 6 mars au Seuil, sur l'esprit public et qui participe du récit que je crois nécessaire d'avoir dans le moment pour un projet qui fédère et qui soit capable de rassembler une majorité dans notre pays. Alors justement, parlons d'abord de cette déferlante néofasciste comme tu l'appelles. J'imagine que tu fais référence à l'élection de Donald Trump, même si tu ne l'as pas cité dans ta première réponse, aux États-Unis, qui s'inscrit en fait dans une espèce d'alliance mondiale des réactionnaires. D'ailleurs, c'est même comme ça qu'il en parle ou que d'autres en parlent, avec Javier Milei, avec Viktor Orban, avec Giorgia Meloni, avec Benjamin Netanyahou et d'autres autour de la planète, mais surtout dans le monde occidental, parce que c'est un de leurs axes. Toi, comment est-ce que tu m'as dit c'est néofasciste et il faut comprendre ce que ça veut dire le néo, c'est-à-dire le caractère nouveau de la proposition. On ne revient pas à Mussolini et à Adolf Hitler exactement, même si parfois ils peuvent faire des saluts hitlériens. Comment est-ce que tu qualifies en fait ce qu'ils sont en train de proposer au monde comme projet ? Alors d'abord, il y a les actes qui sont posés par Donald Trump depuis qu'il a été élu. Tu faisais référence au symbole comme ça, là, qui est un symbole mussolinien, fasciste. Certains ont même dit nazi, mais qu'en tout cas, il y a une référence très forte de ce geste d'Elon Musk. Et les décrets qui ont été pris par Donald Trump donnent le sens de ce qui est fabriqué. Donc c'est à la fois la grâce pour les émeutiers du Capitole, donc ça veut dire qu'on peut écrabouiller la démocratie, c'est pas grave. Donald Trump vous ouvre les bras. C'est la fin des accords de Paris sur le climat, gravissime, qui entre en écho avec une forme de négationnisme du dérèglement climatique et en tout cas la volonté de ne pas agir sur ce terrain-là. C'est également la chasse aux immigrés, qui est une chasse aux immigrés XXL de Trump, qui s'en vante en mettant sur les réseaux sociaux les photos les images où il met dehors à coups de soldats et d'avions militaires qui viennent traquer les frontières au sud des États-Unis. C'est également le décret contre l'extrémisme du genre pris dans l'armée pour traquer les transsexuels. C'est aussi, et ça a été peu dit, et c'est important, la chasse aux fonctionnaires. Parce qu'il a pris 2 décrets contre les fonctionnaires. Le premier pour faciliter
en fait le licenciement des fonctionnaires et un deuxième contre le télétravail des fonctionnaires. Donc l'obsession très forte de dégraisser l'État et de s'en prendre à ce qu'ils appellent des bureaucrates qui en tout cas contraignent, enfin sont pas bienvenus quand on est si fan du marché et de la marchandisation du monde. Et puis dangereux aussi sur les frontières. On l'a vu, attaque sur le Groenland, menace sur le canal de Panama, donc un danger public international clair. Et comme on dit last but not least, mais ça c'est pas totalement nouveau chez Trump, mais il le réaffirme, c'est-à-dire un protectionnisme qui est une forme de guerre commerciale, surtout quand on a en face, et je pense aux Européens, des gens qui restent les bras ballants et qui sont incapables de prendre les mesures qui permettent de protéger avec des barrières douanières, avec des mesures concrètes pour éviter le grand déménagement du monde et éviter de se faire totalement avoir dans cette concurrence qui est parfaitement déloyale. Donc il faut prendre la mesure sur la question commerciale pour notre industrie, pour notre agriculture, mais je pense qu'on ne comprend et on ne combat le projet de Donald Trump et de ses alliés, comme tu l'as dit, que si on en prend la mesure globale. Et cette mesure globale, elle est exprimée de façon limpide, je dirais même trash, par Xavier Milei, qui a fait un discours que j'invite à lire parce que le Grand Continent a eu la bonne idée de le publier, à Davos, donc c'est-à-dire dans le forum de Davos, devant les hyper riches, les grands de ce monde. Et ce discours plante en fait le cœur du projet de cette internationale réactionnaire, illibérale, néofasciste. Ça commence comme ça. Il faut prendre des notes, il faut lire et relire, c'est édifiant. Il commence comme ça, c'est glaçant. Tremblez, gauchos, fils de pute, la liberté avance. Et à partir de là, on voit toute la façon dont résonne ce camp, et il résonne avec un mantra qui est la question de la liberté, mais pour lui la liberté c'est deux choses. D'abord la liberté c'est la défense de la vie. Donc la défense de la vie, ça commence par s'en prendre à l'agenda sanguinaire et meurtrier de l'avortement, mais c'est aussi l'éloge de la propriété privée, puisque la liberté c'est avant tout celle des marchés financiers, et donc il vante le chaos créateur du marché, face auquel le socialisme, toutes les gauches du monde, l'internationale de gauche du monde, s'en prend. Donc il faut, selon Javier Milei, contester le wokisme, et le wokisme qu'il définit lui, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas, je sais pas, personne, je ne sais pas trop bien qui est-ce qui se revendique woke, mais en tout cas eux désignent leurs adversaires comme woke, et ces woke sont au fond celles et ceux qui croient à la dynamique de l'égalité. Et c'est vraiment ce qui est attaqué, la dynamique de l'égalité, la démocratie, la justice sociale, qui serait vraiment une vieille lune. Et quand on lit précisément ce texte, on voit que ce n'est pas simplement les 40 dernières années auxquelles Xavier Milei s'attaque, même si on aura un point d'accord sur le constat, c'est que ces 40 dernières années, c'est terminé. Et à partir de maintenant, le tournant, c'est de savoir de quel côté on va. Est-ce que c'est un côté où justement on conteste le marché, on relance la dynamique de l'égalité, de la justice sociale, on s'attaque au dérèglement climatique pour agir en faveur de l'écosystème, et est-ce qu'on s'appuie sur la démocratie pour faire tout ça? Ça, c'est un côté possible. Donc, ce qui suppose de lutter contre la marchandisation du monde et contre le grand déménagement du monde. Et c'est contre ceux qui défendent ça que Javier Milei s'attaque. Ou alors, c'est le parti pris prétendu de la liberté, mais il faut entendre ce qu'il dit. Et donc là, on ne s'adresse pas à l'intelligence, on ne s'adresse pas à la raison, on s'adresse à la loi du plus fort. On s'adresse quelque part à l'idée, nous on va être des dominants, on va accepter qu'il y ait une logique du dominant, qu'il y ait une loi du plus fort, et on s'en remet à la nature, parce que la nature, elle fait bien les choses, et on arrête avec cette volonté de passer de l'égalité formelle inscrite dans la loi. Ça suffit pour Milei, et lui il dit on s'arrête là, on n'a pas besoin d'aller faire en sorte que l'égalité soit une égalité réelle. Et d'ailleurs il va assez loin, notamment sur la question de l'égalité homme-femme. Il nous dit que par exemple si les femmes gagnent moins que les hommes, c'est parce que les femmes occupent des emplois moins bien payés. Elles ont qu'à occuper des emplois bien payés. Donc il ne cherche pas à comprendre pourquoi et à essayer d'enrayer cette dynamique. Il la justifie.
Il justifie les inégalités et il pense un ordre du monde qui laisse libre cours au marché et libre cours aux inégalités concrètes de se déployer parce qu'au fond, c'est comme ça. Donc c'est extrêmement grave, extrêmement préoccupant et de ce point de vue, je pense que on ne peut pas continuer comme avant. On ne peut pas faire comme si on était dans, vous voyez, tu vois, le cours des choses classiques et au fond, on continue, toujours la même histoire. Oui, mais alors, justement, toi tu dis le moteur de la gauche doit être cette recherche d'égalité. Enfin, l'égalité doit être au cœur du moteur de la gauche. Et donc, ta proposition, je le relie au fait que tu vas bientôt sortir un livre, c'est donc l'esprit public. Dans quelle mesure la question des services publics, de l'esprit public, je les relis, est une réponse à la proposition ultra puissante et néofasciste de Milei et de Trump. Alors, parce que leur logique, elle repose sur l'éloge de la propriété privée. Hein, c'est ça qu'ils glorifient, la propriété privée et le marché. Or, si nous on pense qu'il faut faire reculer le marché parce que le marché, ça n'est pas la liberté, alors la lutte contre la marchandisation du monde, elle passe par l'augmentation de ce qu'on met en commun, c'est-à-dire des services publics, des sécurités sociales collectives qu'il faut augmenter. Et je propose par exemple la sécurité sociale de l'alimentation comme nouveau projet, mais il y en a d'autres. Hein. Et donc là, on voit bien deux logiques s'affronter. Hein, deux logiques s'affronter. Soit l'éloge de la propriété privée et du marché, soit le recul de la marchandisation du monde parce qu'elle est contraire à la liberté véritable. Elle ne permet pas d'être libre. Et ça, je pense que c'est deux projets qui s'opposent. Tu vois ce que je veux dire ? Les services publics ou alors la casse de l'État. Milei, quand il est avec sa tronçonneuse, reprise par Éric Ciotti d'ailleurs, hein, il veut que l'État n'ait plus aucun rôle. Aucun rôle pour planifier, pour organiser. Et s'il n'y a pas l'État pour organiser, par exemple, la transition, la bifurcation écologique, je vois pas ce qu'on va faire. Aucun rôle pour la santé, le logement, la lutte aussi contre l'emploi précaire, permettre à tout le monde de sécuriser sa vie. Et ça, c'est donner à chacune et à chacun la capacité d'être un individu libre. Eux, ils ne parlent pas de cette logique-là. Eux, ils disent que chacun se débrouille. Et débridons tout ça, arrêtons avec l'État. Tout ça, c'est vieux. Voilà, l'État, il est là pour être régalien, pour organiser l'ordre. Et nous, on dit l'inverse. L'État, il doit aider à organiser, non pas pour tout faire. Moi, je ne propose pas le Gosplan. Hein. Je reviendrai pour parler de mon livre, mais ce n'est pas le Gosplan que je propose. Néanmoins, je pense que l'État a un rôle organisateur et que le recul de la marchandisation du monde, il passe par l'extension des communs et donc des services publics, des sécurités sociales et des protections et des droits. Voilà. Ça, c'est deux logiques qui sont très différentes. Et dans l'une, il y a la dynamique de l'égalité. Dans l'autre, il y a l'éloge de l'identité. Et il faut qu'on arrive à bien matérialiser, en termes d'imaginaire, la confrontation de ces deux mondes. Dès lors qu'on prend acte, et ce sera mon point d'accord avec ces dingues, c'est que on bascule dans un autre moment. Le néolibéralisme est en train de s'effondrer. Ces 40 ans de politique néolibérale s'effondrent devant nous. Et donc, c'est quoi la suite ? La suite, c'est soit le fascisme, soit nous. Et dans le nous, je mets immédiatement en garde. Parce que ce nous-là, si il est obsédé par lui-même, et c'est une des raisons de mon retrait ces derniers mois, c'est de voir ce spectacle de la reconstitution des deux gauches. Irréconciliable. Irréconciliable, voilà. Évidemment, il y a à l'intérieur de la gauche, des gauches et des écologistes, des sensibilités, des traditions, rupture, accompagnement, mais même sur d'autres sujets, hein. On le sait, sur la question de la République, il y a des fractures, on peut prendre plein de sujets, hein. Le primat de l'économico-social d'un côté, ceux qui sont pour l'intersectionnalité de l'autre. On peut imaginer qu'il y a plein de sensibilités, mais attention de ne pas être fondamentalement tourné vers notre propre nombril en faisant en sorte, en appuyant sur les fractures internes à ces gauches et ces écologistes, sans voir à quel point ce qui nous rassemble face à cette menace est la clé pour réussir à avoir des majorités et empêcher le pire d'advenir. Est-ce que, attends, juste ça, tu le penses vraiment ? Parce que moi, j'ai même pas l'impression que les dénominateurs communs que l'on pourrait trouver précisément dans toutes ces sensibilités de gauche soient suffisants pour
contrer le projet de l'extrême droite mondiale. Ce que je veux dire, c'est que, hélas, tu as dit tout à l'heure, il y a deux dynamiques qui s'affrontent. Il y a celle de l'extrême droite, illibérale, machin, et puis celle de la nôtre, en gros, basée sur la question de la liberté et de l'égalité articulée. Le seul problème, c'est que j'ai pas l'impression que de notre côté, ça soit une dynamique. Je suis d'accord avec toi. Alors, en fait, je pense qu'il doit y avoir deux cohérences de projet, et que pour l'instant, on a... c'est même pas un train. Je ne sais combien de trains de retard. Il faut se dire les choses. Nous sommes en retard. Mais c'est certainement pas en reconstituant ces deux gauches irréconciliables qu'on va réussir notre pari. C'est en se mettant au travail. Et pour se mettre au travail, il faut supporter la diversité. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut être conscient des menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre pays et sur le monde. Et si nous n'avons pas ça comme guide, alors je t'assure, on va être rayé de la carte. Rayé de la carte. Donc, c'est pas que je pense qu'on y est. Je pense même qu'on est en train seulement, comme il y a un état de sidération, de prendre la mesure de ce que nous avons en face, des monstres qui ressurgissent et de la manière dont ils formulent leurs projets et comment ils y arrivent sur la base des ingénieurs du chaos, on le sait, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce poids des réseaux sociaux, cette manière d'agiter les peurs, d'être sur la corde sensible, loin de toute raison, et non pas de... Je veux dire, on est dans un monde où l'intelligence, la nuance n'a plus de place, la rationalité, la vérité n'a plus de place. Et où on voit bien que tout ce qui relève de la haine de l'autre, tout ce qui relève du tranchant, tout ce qui relève de... puisqu'il y a un maximum de gens qui le disent, c'est que ça doit être vrai. Hein, c'est ça ce monde dans lequel on vit. C'est extrêmement inquiétant, extrêmement inquiétant. Et donc je pense que c'est simplement en se mettant au travail, en acceptant la diversité que nous sommes. Parce que sans cette diversité, je pense qu'on n'arrivera pas à aller chercher les majorités nécessaires pour les empêcher de diriger le monde. On n'y arrivera pas. Voilà. Donc il y a une nouvelle manière de prendre les choses qui est indispensable si on ne veut pas que l'espoir émancipateur, l'espoir du progrès humain s'anéantisse dans les limbes d'un monde qui est extrêmement dangereux. Alors, ma prochaine question, c'est vrai qu'elle va apparaître vraiment très petit jeu et complètement hors de propos par rapport à la hauteur du défi que tu lances justement à ce projet émancipateur. C'est que d'un côté, il y a Trump, Milei, toutes ces agitations de l'extrême droite mondiale, etc. Et d'ailleurs, l'extrême droite française a très bien compris ce qui est en train de se passer parce qu'elle tisse des liens avec Trump, avec Milei, avec Orban et Meloni. Alors en revanche, le reste de l'échiquier politique français, lui, est concentré sur la question du budget, sur est-ce qu'on va voter un budget, comment ça se passe. Tu as parlé des problèmes de la gauche. Alors le Parti Socialiste, ils suivent leur petit bonhomme de chemin, ils ont leur petite histoire, etc. Les Insoumis, c'est encore une autre histoire. Toi, comment est-ce que tu vois ces problèmes? Est-ce que, par exemple, tu considères que la question du budget est une question hyper importante? Parce qu'en gros, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « Oh bon, pas de budget, c'est pas non plus très très grave ». Et puis, il y a ceux qui disent « Ah non, ne pas avoir de budget en soi, c'est-à-dire peu importe ce qu'il est, ce budget est un désastre, enfin pourrait être un désastre, et donc à ce titre, c'est parfois ce qui les pousse à ne pas voter la censure du gouvernement. Toi, tu es dans quel école? Moi, je vote la censure du gouvernement, et je pense que c'est un problème de ne pas avoir de budget. Évidemment que c'est un problème, mais la responsabilité, elle est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, c'est le gouvernement, c'est la façon dont ceux qui ont le pouvoir depuis maintenant 40 ans, parce que, en fait, c'est souvent les mêmes, hein, faut se rendre compte. Hein. Ceux qui gouvernent, ceux qui s'accrochent, il y a une petite caste qui est là depuis 40 ans à nous faire avaler les potions néolibérales et qui ne comprend pas que c'est terminé cette affaire-là, que c'est le vieux monde et que ça suffit. Donc ils ne l'entendent pas et ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Et vraiment, c'est ce que donne à voir Emmanuel Macron qui en est la quintessence de cette histoire. Il en est la quintessence. Et même quand il dissout l'Assemblée nationale, qu'on lui redit que ça suffit, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve tous les moyens de la Ve République pour imposer toujours les mêmes potions, toujours les mêmes recettes,
toujours plus droitière aussi, puisque il voit ce qui se passe dans le monde et il a une capacité d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, c'est de prendre Bruno Retailleau et d'avoir un Premier ministre, M. Bayrou, qui était capable de nous expliquer hier soir qu'il y avait une submersion migratoire. On en est là. Je veux dire, on en est vraiment là. Donc moi, je voterai la censure du gouvernement. Je sais par ailleurs, parce que Bardella l'a dit, que l'extrême droite ne veut pas mettre en difficulté le gouvernement et attend de prochaines élections, et il ne va pas voter la motion de censure. Donc je ne crois pas que nous soyons là dans une menace de ne pas avoir de budget à court terme. Et beaucoup de choses sont dites par le pouvoir en place qui sont totalement fausses. On se dit, on n'aura pas de budget, vous verrez, vos cartes vitales ne marcheront plus, on va perdre je ne sais pas combien de milliards, enfin, c'est n'importe quoi. Le gouvernement ment aussi sur la situation pour dramatiser à son avantage. Donc faisons attention à cela. Et je crois que les électeurs et les électrices du nouveau Front populaire, ils peuvent être partagés sur la question tactique, stratégique, j'ai envie de dire, de ce moment-là, qui est celui du vote sur la motion de censure. Il faut l'entendre, je crois que c'est une réalité, ils peuvent être divisés. Mais ce qui m'importe le plus du plus à la fin, c'est qu'on soit capable de se mettre autour d'une table et de se mettre au travail dans notre diversité pour tracer ce chemin. Et c'est pourquoi je serai demain soir aux vœux de Lucie Castet et Marine Tondelier dans leur initiative Gagnons Ensemble, non pas parce que je pense que tout est merveilleux dans cette initiative, mais que je constate que c'est la seule qui ait été posée dans le paysage et qu'il faut que demain, à Pantin, on fasse entendre cette voix qui tente de rassembler la diversité des gauches et des écologistes pour dire nous ne pouvons pas laisser l'extrême droite prendre le pouvoir dans notre pays. Nous avons une responsabilité face aux urgences sociales, écologistes et démocratiques. Et donc, il faut faire cause commune et s'engager à faire cause commune. Et je partage ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'union va suffire. Je ne crois pas que l'union va suffire. Je pense que c'est une condition dans la situation particulière politique nationale et internationale que nous traversons, mais elle n'est pas suffisante. Elle nécessite beaucoup de travail pour prendre la mesure de la rupture historique dans laquelle nous nous trouvons. Mais en fait, à la fois, je suis d'accord avec toi sur la question du travail. À la fois, c'est quelque chose que j'entends depuis longtemps. Bien sûr. Tu vois, à chaque fois, on me dit oui, il faut travailler. Oui, sur la question du nucléaire, il faut travailler. Oui, sur les stratégies, il faut travailler. Mais comment on travaille, en fait, et genre, qu'est-ce qui bloque? Enfin, pourquoi est-ce que, toi, en premier lieu, en tant que responsable politique, en tant que élu député de la nation, qu'est-ce qui bloque? Enfin, pourquoi est-ce que, genre, vous n'arrivez pas, en fait, précisément, à accoucher de ce projet qui serait aussi puissant que celui développé par Milei et Trump. Enfin, pourquoi eux, ils y sont arrivés, en fait, à faire une proposition à la fois radicale et surpuissante, et que nous, genre, on n'y arrive pas? C'est une question... Je ne sais pas si je suis capable d'y répondre, en fait, sur pourquoi on n'y arrive pas. Je constate en tout cas que c'est international. C'est pas juste en France parce que y aurait une gauche particulièrement lamentable. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est quelque chose qui est profond, qui nous concerne, j'ai envie de dire, presque toutes et tous en réalité. Et c'est un enjeu de maturation. Donc on peut, dans un pays comme la France, qui est un pays dans lequel la gauche a des racines profondes et une passion de l'égalité. Je pense qu'on peut avoir un temps d'avance dans cette reconstruction. Tu vois ce que je veux dire, dans cette voilà. Donc je ne suis pas pessimiste de ce point de vue, et peut-être parce que je me rappelle cette phrase. En ce moment, c'est mon mantra quotidien là, depuis quelques jours. Je me répète chaque jour cette phrase d'Edmond Rostand, celui qui a écrit le Cyrano de Bergerac. Il dit: c'est la nuit qu'il fait beau croire à la lumière. Et je crois qu'il faut vraiment, je parlais de sidération au début, ne pas du tout se laisser abattre par le fait que l'extrême droite a un temps d'avance, que nous, on donne un spectacle absolument délétère, parce que moi, je pense que si nous n'y sommes pas, et si le récit n'est pas encore bien formalisé, abouti, et si aujourd'hui on a un spectacle de division, les choses peuvent s'accélérer très très vite.
Parce qu'en réalité, beaucoup de gens ont réfléchi, beaucoup de leaders ont travaillé, beaucoup d'écrits nous alimentent en ce moment. Il y a une pensée critique qui est quand même féconde, donc je ne crois pas qu'on est totalement en short, pour le dire un peu brutalement. Je pense qu'il y a matière à ce qu'on mûrisse et que la gravité de la situation peut aussi accélérer. Dans l'histoire, on le sait, hein, à un moment, on a l'impression qu'on est hop, et puis il y a 36, d'un seul coup, un mouvement populaire incroyable et des idées qui n'étaient même pas discutées ou quasiment pas avant deviennent carrément réalité, comme les congés payés, qui n'étaient pas dans le programme du Front Populaire, du premier Front Populaire. Du premier Front Populaire. Donc on peut être étonné de l'accélération de l'histoire telle qu'elle peut se produire devant nous, devant les nécessités, les urgences et les menaces. Donc je ne suis pas négative. Je pense en revanche qu'il faut être très campé sur le cap. Et le cap, c'est pas de sectarisme, d'accord ? Du travail et de la volonté de rassemblement sur un projet qui soit un projet qui puisse créer de la dynamique populaire. Donc pas des trucs à l'eau tiède. C'est fini ça. On n'est pas dans ce moment-là. Ni sectarisme, ni eau tiède. Capacité de rassemblement et du travail. Voilà, c'est ça que je nous souhaite pour 2025 et que ça se termine mieux que ça a commencé. J'ai une dernière question, Clémentine. Tu vas porter avec ta collègue du Parlement, Eva Sas, une proposition de loi. Vous allez la proposer le 20 février prochain sur, en gros, vous souhaitez faire une loi d'une proposition qui a été faite par l'économiste Gabriel Zucman de taxer à hauteur de 10% les... De 2%, pardon, j'ai dit quoi ? 10. En plus, c'est... Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas. Non, c'est un lapsus. 2%, les plus riches. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette proposition de loi ? Et deuxièmement, est-ce que tu penses qu'elle a des chances de voir le jour ? Oui. Alors effectivement, c'est notre proposition de loi avec ma collègue écologiste Eva Sas. Donc on la dépose dans le cadre de notre niche parlementaire du 20 février. C'est cette journée où on peut faire l'ordre du jour à l'Assemblée nationale de 9h à minuit, donc on en profite. Ce sera normalement la deuxième proposition déposée. Et il s'agit d'instaurer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des hyper riches. Alors je vais essayer d'expliquer tout ça. D'abord, ça part d'un constat, c'est que le très haut du panier des contribuables paie quasiment pas d'impôts. Si on prend les impôts sur le revenu, ils payent 2% d'impôts sur le revenu, là où les Français payent en moyenne 8%. Quand on regarde l'ensemble des impôts, si on met TVA, tout ce qu'on paye en cotisation sociale, etc., les Français payent en moyenne 50% d'impôts. Les hyper riches, là-haut, en haut du panier, ils payent 26%. Donc l'impôt qui est censé être progressif, en fait, quand on arrive vers les 0,01%, eh bien, on se rend compte qu'il est carrément régressif. Régressif. Donc il y a un truc qui ne va pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a des systèmes d'optimisation fiscale, il y a des mécanismes de holding, il y a une financiarisation de l'économie qui fait que les milliardaires, les hyper riches, eh ben, eux, ils savent planquer leur argent et faire en sorte que ça échappe à l'impôt. Et c'est pourquoi Gabriel Zucman, mais qui n'est pas le seul, puisqu'il y a l'Observatoire fiscal européen et aussi le Brésil qui ont fait cette proposition à 2% de taxer le patrimoine, ils arrivent à se dire il faut qu'on s'attache pas simplement aux revenus, mais au patrimoine de ces milliardaires. Donc là, il s'agit de taxer à hauteur de 2%, c'est pas énorme, environ 4000 personnes, 0,01% des contribuables. Et avec ça, tiens-toi bien, on peut faire rentrer dans les caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros. L'ISF, pour mémoire, l'impôt sur la fortune, qu'il faudra aussi faire revenir, c'était 3 milliards, pour donner un ordre de grandeur. Donc en touchant très peu de monde, on peut faire rentrer beaucoup d'argent. Et c'est notre manière de dire aussi au gouvernement qui en ce moment n'a qu'une obsession, c'est baisser, enfin je dis en ce moment, ça fait un moment que ça dure, de baisser la dépense publique alors que les besoins augmentent, qu'on a besoin d'argent pour nos hôpitaux, on a besoin d'argent pour notre école, on a besoin d'argent dans beaucoup de domaines, on le sait, pour la bifurcation écologiste. Eh bien au fond, c'est pas très compliqué de dégager de sacrées marges de manœuvre à condition de mettre un peu de justice dans ce monde fiscal de brut. C'est la condition sine qua non. Alors, est-ce que ça a une chance d'être adopté ? Moi, je le crois.
Je le crois, c'est pas sûr, hein, mais je le crois parce que c'est difficile quand même d'expliquer qu'on n'est pas d'accord avec le fait de taxer à 2% 0,01% des plus riches. Il faut quand même arriver à le défendre dans le moment actuel. Et là, on va les mettre au pied du mur. Deuxièmement, il y a eu un amendement que nous avons réussi à faire passer dans le budget qui instaurait quelque chose un peu du même ordre, et cet amendement est passé. Il est passé, mais sans le soutien de l'extrême droite, je tiens à le dire. Les députés du Rassemblement national n'ont pas soutenu cet amendement, donc je suis aussi très curieuse de voir comment va se positionner Marine Le Pen et ses troupes. C'était quoi leur argument ? Ils n'ont pas argumenté, parce que c'était un amendement, c'est passé très vite. Donc en fait, là, on les oblige d'une certaine manière à argumenter. Et ce qui est frappant, c'est quand je me suis repassé le discours de Marine Le Pen sur le budget. Et à l'intérieur de son discours, elle dit il faut taxer les milliardaires, etc. Et c'est un discours qu'elle peut dire comme ça, en effet de manche. Mais à chaque fois qu'on est au pied du mur et que nous proposons des choses pour plus de justice fiscale, on se rend compte que l'extrême droite n'est pas au rendez-vous. Parce que ce n'est pas le cœur de ce projet, et à l'instar de cette internationale illibérale, eh bien, on voit qu'elle est plutôt du côté des milliardaires, du côté du laisser-faire des marchés et certainement pas de la justice fiscale. Donc ça va être intéressant de voir le vote de l'extrême droite et intéressant de voir le vote des macronistes, le vote du bloc qui gouverne, puisque, alors, est-ce qu'ils vont être prêts à jusque-là aller défendre l'indécence de ces milliardaires qui se sont enrichis depuis que Macron est au pouvoir. Depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France a doublé. Tu m'entends ? A doublé depuis 2017. Est-ce qu'il continue dans cette voie, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a un petit stop qui peut être posé ? Ça va être assez intéressant de le voir. Moi, je pense que l'opinion a bougé, que nous avons gagné des batailles là-dessus, et qu'il va être très difficile d'aller expliquer qu'on protège les milliardaires en empêchant cela. Et alors, je sais l'argument, parce que là, on touche à ce qu'on appelle les biens professionnels. C'est l'argument, ah oui, mais ça va toucher aux biens professionnels, attention. Et on va retrouver Darmanin avec son charcutier de Tourcoing. Mais je pense quand même qu'ils ne vont pas y arriver. Parce que là, on voit bien que ça n'a rien à voir. Là, ce dont on parle n'a rien à voir. C'est des gens qui, en fait, planquent leur argent en actions et profitent de ça pour ne pas être imposés. C'est pas le charcutier, le petit TPE-PME, c'est même pas le bobo parisien avec sa maison dans l'île de Ré qui va être touché par cette affaire-là. Là, on est vraiment sur un seuil indécent de richesse, de milliardaires, qu'il faut taxer, imposer pour faire avancer notre société. Eh bien, je souhaite bonne chance à ta proposition de loi, la nôtre avec Eva Sas, dont l'apport est très précieux pour avoir rédigé ce texte, parce qu'elle suit les budgets chaque année et elle a une vision technique assez remarquable. Eh bien, longue vie à cette proposition de loi. Merci beaucoup, Clémentine.